Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Croissance Intégrale. Nous sommes dans un épisode qui est la deuxième partie d'une série de 3 épisodes sur le sujet des tarifs. Donc, lors du précédent épisode que vous pouvez retrouver quelque part autour de ce podcast, nous avons abordé le sujet de comment augmenter vos prix sans perdre tous vos clients. Ça, c'était la partie 1. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous abordons la partie numéro 2 qui s'appelle comment augmenter vos prix et avoir une entreprise rentable. Dans l'épisode précédent, nous avons focalisé sur les tarifs et comment mener une transition, une évolution de tarifs en se positionnant en tant que leader de son entreprise. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie de cet épisode, nous allons aller plus en profondeur. Nous allons ensemble aller identifier les principales vraies limites des dirigeantes de lieux du vivant, des entrepreneurs du vivant, par rapport au sujet des tarifs, des prix, et plus largement par rapport à la gestion financière. Et donc, si vous êtes dans ce cas, vous allez pouvoir, dans cet épisode, identifier, clarifier, conscientiser ce qui se déroule à l'intérieur de vous et ce dont vous avez réellement besoin de prendre conscience afin de pouvoir agir sur ces sujets et rendre votre entreprise rentable. Voilà, donc venez avec moi, on descend en profondeur ou on rentre un petit peu plus à l'intérieur pour aller voir en fait derrière ce sujet des tarifs, en dessous de la partie émergée de l'iceberg, des chiffres, des nombres comme on a vu dans l'épisode précédent. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous à propos de ces sujets-là ? Donc, on entre sur les mécanismes conscients et inconscients. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais vous partager dans cet épisode les mécanismes que j'ai pu identifier qui sont récurrents chez les femmes entrepreneurs du vivant que j'accompagne, qu'on accompagne dans Dreamwild, et que j'ai identifié qui génèrent de nombreuses et d'importantes limites au niveau financier dans les vies de ces femmes entrepreneurs et aussi également dans leurs entreprises qui génèrent un manque de rentabilité ou des problématiques de limitation, d'épuisement, etc. L'épisode d'aujourd'hui, celui d'hier aussi d'ailleurs, mais pas d'hier pardon, mais celui de la première partie, celui-ci s'adresse tout particulièrement, et la troisième partie ce sera le cas aussi, au pilier numéro 2 des 4 piliers de croissance intégrale. Donc pour rappel, croissance intégrale s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la relation au sens de sa vie, à travers notamment son entreprise, la mission, la vision de son entreprise. Le pilier numéro 2, donc, c'est la relation à l'argent, avec plein de sujets autour de la sécurité, la liberté, la relation au pouvoir et énormément de choses autour de la relation à l'argent. Donc on va aller creuser ces éléments-là ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour rappel, le pilier numéro 3 de croissance intégrale, c'est la relation aux autres. Et le pilier numéro 4, c'est notre relation à soi, à nous-mêmes. Voilà, donc les 4 piliers de croissance intégrale et l'épisode d'aujourd'hui particulièrement, celui de la troisième partie aussi, et l'ensemble de cette série sur les tarifs concerne particulièrement le pilier numéro 2 de croissance intégrale, relation à l'argent. Alors tout de suite, on y va ensemble. Donc là, on va aller identifier, je vais vous accompagner à conscientiser, à identifier les 5 éléments, en tout cas peut-être pas les seuls, mais 5 éléments principaux problématiques dans la relation à l'argent, particulièrement chez les femmes entrepreneurs du vivant. Le premier élément problématique, c'est le fait que, par expérience, un nombre important de femmes entrepreneurs du vivant ne s'occupent pas, peu ou mal,
du sujet de l'argent, du sujet des finances, de leurs finances personnelles et ou les finances de leur entreprise. En tout cas, c'est un sujet qui génère dans beaucoup de situations des comportements, des attitudes, alors de manière plus ou moins importante, accentuée, chronique ou pas, mais en tout cas des mécanismes intérieurs et des attitudes et des comportements d'évitement et ou de déni et ou de ne pas vouloir s'en occuper, ne pas vouloir prendre la responsabilité de ces sujets-là. Il y aurait pas mal d'éléments autour de ça, mais voilà, par expérience, ça peut être de dire, alors je donne des exemples de ce que j'ai pu voir, et mon intention ici, ma posture n'est pas du tout ni accusatrice, ni culpabilisante, ni condescendante. Au contraire, c'est avec tout l'amour et toute la bienveillance que je peux que je vous amène ça, que je vous partage ça, sur la base vraiment de l'expérience du terrain, pour que vous puissiez, si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation et que ça ne vous convient plus, parce que peut-être que vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes OK avec ça, et dans ces cas-là, très bien, je n'ai aucun jugement là-dessus, et c'est vous qui savez ce qu'il en est, et ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Mais dans le cas où ça ne vous conviendrait plus, que vous souhaiteriez faire évoluer les choses par rapport à ça, dans votre relation à l'argent et dans votre vie et dans votre entreprise, eh bien, écoutez bien ce qui suit, parce que ça vous concerne et c'est pour vous avec plein d'amour et de bienveillance. Donc, les situations que je peux voir beaucoup sur le terrain, ce sont des femmes qui, par exemple, disent, bah en fait, les finances, c'est pas moi qui gère, c'est mon conjoint. Donc, par exemple, sur les finances personnelles, ou par exemple, si le conjoint apporte la majorité des finances du ménage parce qu'il a un bon poste, parce qu'il a une entreprise, parce qu'il a, etc. Alors, un conjoint ou une conjointe, c'est pas sexiste ce que je dis. Maintenant, dans les faits, la réalité, si on parle pas avec une langue de bois, c'est qu'il y a quand même une majorité de situations où c'est le partenaire masculin du couple, de la relation, qui a un revenu plus important et soit grâce à une entreprise, soit grâce à une activité salariée, soit des fois grâce à un patrimoine, un héritage, etc., et qui du coup amène le plus gros du revenu du foyer. Et du coup, la femme entrepreneur du vivant qui développe une activité, mais qui finalement, alors encore une fois, je dis ça avec tout l'amour et toute la bienveillance que je peux, mais qui finalement, j'en ai parlé ça déjà dans d'autres épisodes de podcast, qui finalement n'a pas encore en tout cas, une activité entrepreneuriale, mais a un hobby. Et encore une fois, ce n'est ni jugeant ni accusateur ce que je vous dis là, c'est juste pour vous inviter à prendre conscience, à prendre la mesure des choses. Si vous souhaitez les faire évoluer, c'est important de regarder les choses en face. On va en parler après. Donc la principale problématique, c'est que un nombre important de femmes entrepreneurs ne veulent pas s'occuper, alors consciemment ou inconsciemment, de manière assumée ou pas assumée, en tout cas de manière j'ai envie de dire, enfin voilà, voulu ou non voulu, mais ne veulent pas s'occuper du sujet financier, ou en tout cas le constat c'est qu'elles ne s'en occupent pas ou elles s'en occupent peu. Donc soit elles, et là on n'est pas dans la délégation, là on est dans le débarrassement, c'est-à-dire qu'elles s'en débarrassent, elles s'en dédouanent, elles se déresponsabilisent, il faut mettre les mots réels sur les sujets, soit envers leur conjoint, dans notamment les finances personnelles. Ça peut être aussi sur la partie des finances de l'entreprise qu'elles s'en déresponsabilisent vis-à-vis de leur comptable en disant bah, ça c'est le comptable qui gère. Moi je sais pas, c'est le comptable qui gère. Non, 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 le comptable il ne gérera jamais les finances de votre entreprise, d'accord? Le comptable est un expert ou la comptable qui vous accompagne, qui vous conseille, mais la pilote c'est vous et c'est à vous de gérer les finances de votre entreprise. Et gérer les finances de votre entreprise, certes c'est regarder les sous qu'il y a sur le compte en banque, mais c'est absolument pas uniquement ça, d'accord? Donc, en tout cas, sans rentrer dans les détails sur ça là tout de suite, mais le premier point, la première problématique que je rencontre au quotidien quand on intègre des femmes dans les accompagnements, des femmes entrepreneurs du vivant, c'est cette notion que, au départ, pour beaucoup, pas toutes bien évidemment, mais pour beaucoup, elles ne veulent pas s'occuper, en vrai, je parle vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors quand elles rentrent dans les accompagnements, en général, elles commencent à être prêtes, ou certaines sont prêtes, ne le font pas, mais sont prêtes à le faire, ou en tout cas à être accompagnées à le faire, mais sont dans la situation où elles sont dans l'évitement, dans le déni, dans la non-conscience, dans la non-considération des sujets de l'argent, des finances, de leur entreprise et de leurs finances personnelles.
Il y a une raison à ça. Si je vous dis vraiment que mon discours et mon partage ici est tout sauf culpabilisant, c'est que je suis allée creuser ça. Je suis allée me poser la question de pourquoi, plutôt que de juste stigmatiser ces femmes, de juste leur dire mais il faut que vous gériez les finances de votre entreprise, parce que moi j'ai eu mon propre chemin aussi sur ces sujets-là. Et donc à force de rencontrer ça dans les accompagnements, je suis allée creuser. Je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que ces femmes et toutes ces femmes et autant de ces femmes, parce que la réalité, au bout de 10 ans d'accompagnement, c'est que dans le monde du vivant, dans le monde de la relation à l'humain, à l'animal et à la nature, il y a, en tout cas dans mon expérience, un nombre important de femmes qui sont dans cette situation et qui, du coup, ont une entreprise soit pas du tout rentable, soit peu rentable, soit rentable, mais à quel prix en termes d'efforts, de fatigue, d'épuisement, etc. Donc, ça nous amène à la deuxième problématique, parce que c'est pas qu'une question de ne pas s'occuper de l'argent, en fait. Pourquoi ces femmes ne s'en occupent pas, ou s'en occupent peu, ou se déresponsabilisent dessus? Eh bien, moi, de ce que j'ai pu creuser, analyser sur le sujet à force d'accompagner, eh bien, ce que j'en ai analysé, ma conception aujourd'hui par rapport à ça, voilà, mon analyse, je vais y arriver, c'est que, en fait, elles ne se sentent pas, en tout cas pour la plupart, elles ne se sentent pas capables de le faire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par capable? C'est que pour différentes raisons, hein, il y a différents parcours de vie, différentes situations, mais dans l'expérience que j'en ai, un nombre important de ces femmes entrepreneurs sont vis-à-vis du sujet de l'argent, des finances, de la gestion financière de leur vie personnelle et ou de leur entreprise, elles sont dans ce qu'on appelle, et ce qui a été prouvé scientifiquement, hein, il y a eu des études sur ça, elles sont dans ce qu'on appelle un état d'impuissance apprise. Donc si vous voulez en savoir plus et aller plus loin sur ce sujet-là, vous pouvez aller regarder sur Google, il y a eu des études, il y a eu des recherches qui ont été faites sur ça. L'état d'impuissance apprise, c'est quoi? C'est quand une personne s'est retrouvée dans une situation où le contexte faisait qu'elle ne pouvait pas réussir, elle ne pouvait pas gagner. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur une classe d'élèves avec, on a séparé, donc c'était aux États-Unis, vous pouvez retrouver ça, j'essaierai de voir si on peut vous mettre la vidéo l'épisode. En fait, dans une classe aux États-Unis, ils ont séparé la classe en deux, avec deux groupes, les élèves n'étaient pas au courant, et on donne aux élèves un problème à résoudre, un exercice à résoudre, donc chaque élève sur sa table doit résoudre un problème mathématique ou je ne sais quoi. Et préalablement, les chercheurs ont séparé la classe en deux. Donc le premier groupe reçoit un problème mathématique ou du genre à résoudre qui est résolvable, donc sur lequel il est possible de trouver une solution. D'accord? Et le deuxième groupe, donc évidemment les élèves ne savent pas qu'il y a deux groupes et qu'ils reçoivent des exercices différents entre les deux groupes, le deuxième groupe reçoit un problème qui n'est pas résolvable, pour lequel il n'y a pas de solution. D'accord? Et donc une première fois, on pose cela aux élèves, donc les élèves font l'exercice et du coup, bah, les élèves qui sont dans le groupe numéro 1 arrivent à résoudre rapidement le problème et les élèves dans le groupe numéro 2, évidemment, n'y arrivent pas, essayent mais n'y arrivent pas. Et ensuite, donc je passe les détails, vous pourrez regarder la vidéo. Ensuite, la professeure redonne un autre exercice aux élèves, donc même topo, sans qu'ils ne le sachent. Le groupe numéro 1 a un exercice résolvable et plutôt facilement, et le groupe numéro 2 a un exercice qui n'est pas résolvable, sur lequel ils ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas gagner. Mais encore une fois, les élèves ne savent pas que certains ont ça et d'autres ont ça. Donc il y a des élèves qui sont contents, qui vont vite, etc. Et les autres qui n'y arrivent pas observent que leurs camarades y arrivent et sont satisfaits, etc. Et eux n'y arrivent pas et ne comprennent pas pourquoi. Et ils répètent l'expérience, les chercheurs répètent l'expérience, alors je sais plus, j'ai pas regardé dernièrement la vidéo, mais voilà, en tout cas un certain nombre de fois, 2 ou 3 fois. Et en fait, ce que cette expérience montre, parce que du coup, ils étudient au niveau des étudiants, etc., enfin des élèves, et en fait, ce que cette expérience montre, c'est que ceux qui sont dans la situation où on leur donne un exercice pour lequel il n'y a pas de solution, mais qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne sont pas au courant de ça, eh bien, très très rapidement, à une vitesse fulgurante, leur confiance en eux dégringole, leur motivation, leur niaque, on pourrait dire, etc. Et notamment, surtout, le fait de voir que d'autres réussissent et que eux n'y arrivent pas. Eh bien, en fait, c'est extrêmement délétère. Enfin, ils observent plein de choses et en fait, à partir du troisième exercice de mémoire, hein, c'est peut-être plus tout à fait ça, mais en fait, les élèves
presque n'essayent même plus, se disent mais de toute façon j'y arriverai pas, je suis nulle, etc., etc., etc. Bon, je vous la fais en synthèse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la notion d'impuissance apprise, c'est que quand une personne s'est retrouvée de manière répétée dans des situations où elle ne pouvait pas, alors, soit gagner, soit réussir, soit s'en sortir, soit, bref, elle ne pouvait pas arriver à ses fins pour des raisons d'un contexte extérieur, de choses qui étaient hors de son contrôle, mais qui avaient un impact direct sur des conséquences directes et importantes pour elle en termes d'impact négatif, eh bien, ça développe des mécanismes internes et des croyances, mais aussi des engrammages internes, comme j'aime à les appeler, de ce qu'on appelle d'impuissance apprise. Et c'est qu'au bout d'un moment, les personnes ont intégré que c'est inconscient, bien évidemment, c'est très inconscient. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience quand on est dans ces états-là et dans ces mécanismes-là. Les personnes finissent par intégrer de manière totalement inconsciente que ce n'est même pas la peine qu'elles essayent parce qu'elles n'y arriveront pas. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que je pense que ça peut être très important pour celles d'entre vous à qui ça parle et qui se reconnaîtraient là-dedans, c'est que la problématique de ça, c'est que à force, quand on est exposé à ça, tout particulièrement notamment dans l'enfance, en fonction des contextes familiaux, des contextes relationnels, etc., des contextes éducatifs, eh bien la personne, au bout d'un moment, finit par intégrer ça comme presque une part de son identité, finit par s'identifier à cette incapacité, cette impuissance apprise et intègre ça comme faisant part de ce qui la compose, de ce qui... Voilà, on arrive quasiment à un niveau identitaire. En tout cas, ça fait partie du niveau des valeurs croyances. Quand on regarde dans la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts, D-I-L-T-S, si vous voulez regarder sur Internet, la pyramide des niveaux logiques, c'est les niveaux de fonctionnement d'une personne. Et vers le haut de la pyramide, on a le niveau des valeurs croyances. Et encore au-dessus, on a le niveau de l'identité. Et encore au-dessus, on a le niveau de la spiritualité. Donc, cette impuissance apprise, elle s'intègre, certes, notamment dans le corps, enfin dans un certain nombre de choses, mais aussi ça devient des croyances, et au-delà des croyances, ensuite, ça devient une identité. Donc l'élément problématique numéro un, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs du vivant ne s'occupent pas, ou alors sont dans le déni, ou sont en fuite du sujet de l'argent, des finances, de la gestion financière de leur entreprise, dont découle ensuite le sujet des tarifs. Et pourquoi elles sont dans cette situation-là? Eh bien, de mon analyse, de mon expérience, c'est la problématique numéro 2. Eh bien, c'est parce que, en fait, elles sont vis-à-vis de ces sujets-là et vis-à-vis du sujet de la relation à l'argent sur un certain nombre de choses dans des états de ce qu'on appelle d'impuissance apprise. Ça peut provenir de plein de situations. Souvent, ce que j'entends, et moi-même j'ai été dans cette situation-là, je peux le partager, c'est en fonction des expériences qu'on a eues, par exemple, à l'école, par rapport au rapport aux mathématiques, en fonction des enseignants, des méthodes d'enseignement, des contextes qu'on a eus, eh bien, un certain nombre de personnes disent: «Ah, mais de toute façon, moi, je suis nulle en maths. Ah, mais de toute façon, moi, les maths, c'est pas pour moi. Ah, mais de toute façon, moi, le calcul mental, je sais pas faire.» Alors, moi, j'avais pas cette problématique. Enfin, la problématique que j'avais, c'est que je l'ai compris beaucoup plus tard, hein. Je fais un petit aparté ici pour celles à qui ça peut servir et qui pourraient se reconnaître là-dedans. Quand j'étais enfant, sur le sujet des mathématiques, je l'ai compris plus tard en étudiant notamment le sujet de ce qu'on appelle les hauts potentiels, les HPI, hauts potentiels intellectuels, etc. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Je pourrais peut-être faire un épisode de podcast là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais j'ai compris plus tard que la manière dont je vivais les mathématiques, c'était que j'avais ce qu'on appelle techniquement des fulgurances, c'est-à-dire que mon cerveau allait tellement vite pour traiter les problèmes, etc., que j'avais des intuitions sur les résultats qui étaient juste à 80% des cas. Et par contre, j'étais absolument incapable d'expliquer comment j'étais arrivée au résultat, puisque je n'étais pas capable de faire la démonstration mathématique de la méthode. Mais par contre, mon cerveau, lui, pour plein de raisons, avait analysé le problème et m'amené en fulgurance le résultat. Et ça, dans le système mathématique français, très protocolaire, très scolaire, etc., etc., ah, bah non, c'était pas possible. On ne pouvait pas réussir comme ça, d'accord? Ça rentrait pas dans le cadre. Donc, mes fulgurances étaient très mal perçues, très mal jugées, et tout ça pour dire, sans rentrer dans les détails, ni en me victimisant du tout, mais en tout cas, pour la faire très courte, comme mon fonctionnement, ma manière de procéder n'était pas dans le cadre, n'était pas par rapport à ce qui était attendu, n'était pas conforme, n'était pas correct par rapport à ce qui était attendu en termes de processus, de protocole, de fonctionnement, etc.,
Et en plus, c'était pas toujours juste, ce qui est vrai, mais c'était quand même à 70-80% juste. En gros, en termes de croyances et d'identité, ce que j'ai intégré, c'est je ne suis pas capable de résoudre des problèmes mathématiques. Donc ça, c'est je ne suis pas capable, c'est le niveau des capacités. Ensuite, la croyance, c'était les maths, c'est pas pour moi. Et la croyance identitaire, c'était je suis nul en maths. Et vraiment, ce truc de plus j'essayais de le faire, plus je me confrontais à des difficultés sur lesquelles je me sentais incapable, impuissante, etc., jusqu'à au bout d'un moment dire mais c'est pas la peine que j'essaye, de toute façon j'y arriverai pas, j'en suis pas capable. Voilà, ça c'était à peu près au niveau lycée, et bizarrement je suis allée faire des études littéraires, ce qui m'allait très bien en vrai, mais voilà, après coup, plus tard, j'ai décodé en fait ce processus, ce parcours avec le recul des années plus tard, de qu'est-ce qui s'était déroulé entre dès la primaire finalement jusqu'au niveau lycée sur ce sujet des mathématiques et du rapport au calcul, à la maîtrise des mathématiques, à la maîtrise des raisonnements logiques mathématiques, à l'utilisation d'outils, de concepts mathématiques, etc. Voilà, donc toute cette longue explication était pour illustrer la question de l'impuissance apprise. Et si vous êtes dans cette situation, dans la relation aux finances de votre entreprise, mais aussi à la gestion financière de votre vie personnelle, il y a vraiment quelque chose à aller regarder autour de ça, à comment vous vous voyez, qu'est-ce que vous racontez, et surtout quel a été votre parcours, quel a été votre chemin d'apprentissage. Parce qu'en fait, le sujet sur lequel on vient, sur ce point numéro 2 au niveau des problématiques, c'est qu'en fait, l'impuissance apprise, en général dans la vie, mais particulièrement là, si on se met sur ce sujet du financier, des tarifs, de la gestion financière, etc., c'est qu'en fait, pour la plupart des femmes entrepreneurs du vivant qui sont dans cette situation, eh bien, c'est que en fait, elles n'ont pas reçu, elles n'ont pas été accompagnées dans l'éducation. Et alors, il y a plusieurs choses. Elles n'ont pas été accompagnées à développer les compétences et les capacités de gestion, d'appréhension des sujets économiques, financiers, mathématiques, enfin bref, les capacités d'entrer en bonne relation avec les chiffres, pour la faire courte. Donc les chiffres, vraiment, là je parle à un niveau mathématique, calcul, maîtrise technique. Ça c'est une première chose, c'est un premier niveau. Ça, c'est vraiment un niveau de base, en fait, de maîtrise du sujet mathématique, chiffre. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième élément qui est l'éducation et la maîtrise des outils, parce que ce qu'on rencontre aussi dans Dreamwild beaucoup, c'est des femmes entrepreneurs du vivant qui, en fonction de leur parcours de vie, de leur parcours scolaire, de leur génération aussi, il faut dire les choses sincèrement. Encore une fois, il n'y a pas de jugement et c'est pas du tout négatif quand je dis ça, c'est juste une réalité du terrain. On a aussi un certain nombre de femmes entrepreneurs qu'on accompagne qui ne sont pas nées avec un ordinateur dans les mains, ne sont pas nées avec Excel, etc., etc., et qui, de par leur parcours de vie, de par leur parcours scolaire, n'ont pas forcément eu l'opportunité, l'espace, l'accompagnement pour être accompagnées à maîtriser des outils tels que Excel ou des outils de tableur. Et du coup, quand elles se retrouvent dans ces situations à devoir créer des tableaux, faire des calculs, créer des tableaux de budget, de prévisionnel, etc. Des fois, elles ont l'envie, elles ont la capacité cognitive de réflexion, etc. Par contre, elles sont bloquées sur l'outil, soit parce qu'elles ont l'habitude de le faire en papier, crayon papier, ou soit parce que voilà, la maîtrise de l'informatique ou l'équipement informatique, on a aussi beaucoup ça dans les femmes qu'on accompagne, qui ont des ordinateurs, voilà, un peu lents, qui fonctionnent pas bien, parce que elles sont plutôt dehors sur le terrain avec le vivant, avec les animaux, avec la nature, etc., etc. Donc elles ne sont pas équipées, faut dire les mots encore une fois comme ils sont. Et donc voilà, autant elles mettent les moyens dans une bonne selle pour l'équitation par exemple, pour leur cheval et pour elles aussi. Mais par contre, dès qu'elles rentrent au bureau, l'ordinateur c'est un vieux tracassin sous Windows 98. J'exagère, je fais un clin d'œil humoristique. Et du coup, c'est lent, ça marche pas bien, ça bug tout le temps. Et au bout d'un moment, pareil, ça les décourage, elles abandonnent, elles disent c'est pas pour moi, je préfère aller dehors, dans les prés, dans la carrière, etc. Je comprends très bien, sauf qu'à un moment, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes dirigeante de votre entreprise, la casquette entrepreneuriale, je l'ai abordée extensivement déjà dans d'autres épisodes, elle implique de vous équiper avec les bons outils et de développer la capacité, la maîtrise aussi des outils techniques, des outils en l'occurrence logiciels, pour pouvoir mener, piloter l'entreprise. C'est pareil aussi sur les notions comptables, les termes comptables. Là, on accompagne au niveau
du mastermind lead nos dirigeantes de structure. Donc on a un intervenant dans l'équipe qui s'appelle Jean-Marie voilà, qui accompagne nos dirigeantes à vraiment s'éduquer, en fait, s'éduquer, s'acculturer, comprendre, s'approprier, intégrer les notions comptables, mais pas de manière froide et rationnelle, désincarnée, comme ça se fait partout. D'accord? On les accompagne vraiment d'une manière qui est intégrable pour elles, en faisant appel voilà, à d'autres, en tout cas pas de manière froide et désincarnée comme ça se fait partout sur ces sujets-là. Et ça, c'est absolument essentiel parce que tellement de femmes entrepreneurs soit ont peur, soit, encore une fois, évitent les rendez-vous avec le comptable ou c'est une source anxiogène, etc. Tout simplement parce qu'elles savent, et je les comprends très bien, sincèrement, encore une fois, elles savent qu'il va y avoir un dialogue de sourds parce que le ou la comptable, et ça n'est pas du tout pour être à charge sur le ou la professionnelle, c'est pas ça le sujet, c'est un problème relationnel, c'est-à-dire que le ou la comptable est dans sa posture d'expert qui amène des éléments techniques, etc. Et en face, il y a une femme entrepreneur, encore une fois, c'est pas négatif, c'est pas accusant ce que je dis, au contraire, mais qui n'a pas l'éducation, qui n'a pas la compréhension, qui n'a pas les codes, et du coup, c'est un dialogue de sourds, puisque l'un essaye d'expliquer des choses, l'autre ne comprend pas, n'ose pas, la première fois va peut-être dire, bah, je comprends pas, mais elle va pas le dire au bout de toutes les phrases, etc. Et donc, au bout d'un moment, on retourne à ce qu'on a dit, c'est-à-dire impuissance apprise, elle laisse tomber, elle abandonne, et elle dit, bon, bah, ok, le comptable, il m'a dit ça, je comprends rien, mais tant pis, elle range le bilan comptable annuel sur l'étagère et elle continue et vogue la galère, c'est vraiment le cas de le dire, comme l'année précédente, et c'est terrible. Voilà, donc le point numéro 2, l'élément problématique numéro 2, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs gèrent mal ou ne gèrent pas le sujet des finances et particulièrement aussi donc le sujet des tarifs, du positionnement tarifaire, etc. Parce que en fait, au fond, sur la partie immergée de l'iceberg, elles ne se sentent pas capables pour des questions d'impuissance apprise. Ça, c'était le point numéro 2. Le troisième élément problématique dans la relation à l'argent que je rencontre chez les entrepreneurs du vivant, particulièrement, c'est le fait que, je la fais très courte, hein, mais les femmes entrepreneurs du vivant sont très connectées, en tout cas pour la plupart, à leur petite fille intérieure. Alors, consciemment ou inconsciemment, des fois, elles y accèdent consciemment, pour la plupart. Pour certaines, c'est verrouillé, bloqué, etc. Mais ça pousse, comme j'ai envie de dire, et c'est ça qui les amène souvent à faire une reconversion professionnelle, à faire évoluer une carrière qui avait l'air bien rodée sur les rails, etc. Mais qui, à un moment, elles se disent, j'en peux plus, j'en peux plus. Certaines vont jusqu'au burn-out, d'autres arrêtent avant et font une révolution, une reconversion de vie, etc. Tout ça, très souvent, c'est l'action de la petite fille intérieure. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode qu'on pourra aborder à l'occasion si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, souvent le lien au vivant, il est quand même très connecté et il passe en partie importante par la petite fille qu'on a été, le vécu de cette petite fille, en partie les traumas de cette petite fille, et pour toute une part, pas chez toutes les personnes, mais chez une majorité, en tout cas la majorité dans les femmes entrepreneurs qu'on accompagne, eh bien c'est ça qui est à l'origine, qui est à la source de la vision, de la mission, de la zone de génie aussi, de la dirigeante. Donc en gros, pour la faire très courte, c'est ça qui pulse, quoi. C'est ça, je vais pas dire que c'est ça qui est aux commandes, mais en tout cas chez certaines, oui, c'est le cas. Et c'est tellement important, c'est tellement vital d'un point de vue psychique pour ces femmes, et encore une fois, je dis ça avec tout le respect que je peux, mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point. Mais c'est tellement vital d'un point de vue psychique pour ces femmes entrepreneurs du vivant d'écouter, de répondre en fait, de répondre à l'impulsion de vie qui est guidée par cette petite fille intérieure, que quand on amène le sujet financier, économique, quand on vient sur le sujet de la rentabilité de l'entreprise, quand on vient sur le sujet du coût des tarifs, qui est directement lié à la rentabilité, on en a parlé dans la partie numéro 1 de l'épisode précédent, quand on commence à venir sur ces sujets-là, pour beaucoup, alors en tout cas c'est mon expérience, une part importante de ces femmes entrepreneurs du vivant, intuitivement, je vais pas dire inconsciemment, je vais vraiment dire intuitivement, savent qu'il y a une problématique autour de la rentabilité de leur entreprise. Soit elles le savent littéralement parce que les bilans le montrent, mais ce que je veux dire c'est qu'elles sentent, elles savent qu'il y a des vrais sujets là. Elles sentent, elles savent que c'est un élément à adresser pour faire changer les choses. Mais, et on est toujours en lien, hein, on découle du point numéro 2, de l'impuissance apprise, elles sont terrorisées, et je choisis les mots très consciemment, elles sont terrorisées que en allant s'occuper
adresser, et si je dis vraiment les mots, c'est regarder en face, entre guillemets, ce que disent les chiffres, là, et je vais mettre des très très gros guillemets, la réalité. J'avais un mentor qui appelait ça les réalités un peu brutales. J'en ai peut-être déjà parlé dans des podcasts. Bref, si on les force, entre guillemets, et c'est ce que font beaucoup de consultants, beaucoup de conseillers, et je mets au masculin volontairement, et encore une fois, le but c'est pas de critiquer, c'est vraiment pas mon intention, c'est un constat, et c'est aussi ce que me partagent les femmes que j'accompagne, qui me disent, mais moi j'ai déjà été accompagnée, voilà comment on m'a présenté les choses, voilà comment on a abordé les choses, et c'était insupportable pour moi, et j'ai bien compris cognitivement, mais à l'intérieur de moi, c'était en PLS, c'était en rejet total, c'était pas possible. Mais non, parce que en fait, bien sûr que c'était pas possible, parce que d'un point de vue psychique, les enjeux profonds à l'intérieur de cette femme, de la petite fille qu'elle a été, de ce chemin de survie psychique, ne peut pas faire face, en tout cas en l'état et seul, sans accompagnement, ne peut pas faire face à ce qu'on remette en question ce qui a impulsé, ce qui l'a amené à mener ce projet en lien avec le vivant, ce projet en lien avec ses animaux, ses chevaux, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire, j'espère que vous me suivez toujours et que c'est à peu près intelligible. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, enfin voilà, je ne suis pas experte dans le domaine de la psychologie, je le dis toujours et je continuerai à le répéter. Par contre, j'ai mon propre chemin de vie, j'ai mon propre parcours, je vois, j'observe, j'analyse ce qui se déroule chez nos clientes et je peux déjà vous donner des pistes, des bribes, des portes, des éléments que vous pouvez ensuite aller creuser, travailler avec des professionnels spécialisés sur l'aspect psychique. Mais en tout cas, voilà, par expérience, je peux déjà vous donner vraiment des éclairages qui vous permettent d'avancer sur ça. Donc tout ça pour dire que c'est même pas qu'elles veulent pas, en tout cas aujourd'hui j'en suis convaincue, c'est pas tant qu'elles ne veulent pas consciemment adresser ces sujets-là, c'est qu'elles sont terrorisées du fait que si elles le font, si elles vont regarder en face les chiffres, ce qui va leur être renvoyé, l'ampleur du manque de rentabilité, en gros l'impossibilité, enfin ce qu'elles croient que ça va leur renvoyer d'impossibilité, c'est tellement violent, c'est tellement inenvisageable qu'elles préfèrent être, encore une fois, dans le déni, dans l'évitement, etc. Parce que, et je vais dire les mots, hein, et c'est déjà, ça m'a déjà été rapporté dans les séances par des clientes, etc. C'est en fait plus qu'une peur, une terreur que si elles vont s'occuper du sujet des chiffres, ça va définitivement briser leurs rêves. Leur rêve et donc sous-entendu le rêve de la petite fille, le rêve de pouvoir avoir leurs chevaux chez elle, de pouvoir voir leurs chevaux de leurs fenêtres, de pouvoir vivre entourés de leurs animaux, de pouvoir avoir leur lieu sécure, leur cocon de paix, etc., etc. Et le fait de regarder les chiffres, c'est un peu comme si on les renvoyait à dire non mais en fait t'es pas capable, tu y arriveras pas, c'est pas toi qui décides. Je fais référence à la petite fille dans des situations peut-être voilà d'abus, d'emprise, etc. Je vais vite, je vais loin, hein, j'ai bien conscience, mais maintenant vous connaissez, si vous avez écouté un peu le podcast, vous commencez à comprendre et à savoir et à sentir de quoi on parle réellement dans Dream Wild et dans Croissance Intégrale et pourquoi on s'adresse particulièrement aux femmes entrepreneurs du vivant. Voilà, donc troisième problématique, troisième élément problématique, c'est en fait cette terreur que les chiffres, les tarifs, tout ce qui est autour de tout ça, ça brise le rêve de la petite fille et psychiquement c'est insupportable, donc elle préfère l'éviter. Le problème de ça, on continue hein, dans ce qui en découle, le problème de ça, c'est que, eh bien, pour autant, comme c'est tellement vital pour elle psychiquement de vivre ce rêve, eh bien, elle continue, elle persévère, elle s'accroche, elle s'acharne, elle ne lâche pas parce que très souvent, en tout cas c'est mon expérience, ce sont des femmes qui ont des capacités de résilience par contre qui sont absolument phénoménale, absolument extraordinaire. Et donc, elle continue dans des situations, dans des conditions, dans des extrêmes, sur tous les plans qui sont vraiment impressionnants, slash terribles, en fonction de la perspective et du point de vue qu'on prend sur ça. Des conditions d'épuisement, des conditions de contexte, des conditions parfois de toxicité de relations. Mais cela amène à des situations qui peuvent vraiment être compliquées et surtout, la problématique, c'est surtout des situations qui ne sont pas durables, qui ne sont pas viables dans la durée, en tout cas pas viables dans la durée dans de bonnes conditions. Et nous, dans Dreamwild, notre focus, c'est vraiment d'accompagner les femmes entrepreneurs à développer des entreprises viables, pérennes et épanouissantes. Donc, cette notion de durabilité, d'écologie dans la durée est extrêmement importante.
Donc ça, c'est le troisième élément problématique. Cela, tout ce que je viens d'aborder là, on aborde du coup le quatrième élément problématique, ça en découle, enfin c'est lié aussi à ça, hein, tout est lié évidemment, hein, on est dans le sujet du lien, c'est que pour beaucoup de femmes entrepreneurs du vivant, le sujet de la relation à l'argent et aussi du coup encore une fois dont découle le sujet des tarifs, des prix de leurs prestations, de la facturation, du fait de faire des remises ou pas, etc., etc., en fait c'est lié très fortement à des repères, à des ancrages de leur milieu social. En tout cas, globalement, ce qui est important de retenir sur ce quatrième point, c'est que nous sommes toutes et tous imprégnés, ça je me doute que vous l'avez déjà bien compris, bien identifié, nous sommes toutes et tous imprégnés du milieu social dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, et nous avons intégré, imprégné, engrammé des repères, des codes, des règles, des permissions et des interdictions inconscientes, hein, évidemment, là je parle au niveau, encore une fois, psychologique, psychique, j'utilise le terme permission d'un point de vue psychologique, des permissions, des autorisations ou des interdictions qui découlent des codes, des repères de notre milieu social, certes enfin, de notre milieu familial, de notre milieu éducatif, mais qui est aussi très lié à notre milieu social. Parce que, après, c'est mon avis personnel, je vais rentrer sur un terrain peut-être un peu polémique ici, et je suis OK avec ça. Je partage ma vision, je partage mes croyances, parce que de toute façon, tout est croyance, et on ne peut que partager des croyances. Donc voilà, je suis convaincue aujourd'hui que, bien sûr, en France, il y a différents milieux sociaux, enfin ça c'est pas un scoop, c'est pas une nouvelle, et qu'il y a des règles. Alors je vais pas aller faire du marxisme, etc. C'est pas du tout mon intention, mais oui, il y a des classes sociales, et que ces différentes classes sociales ont leurs repères, ont leurs cadres, ont leurs règles, ont leurs dictates, etc. Et en fonction des classes sociales dans lesquelles nous sommes nés, dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles nous nous sommes construits, construites, eh bien nous n'avons pas du tout les mêmes attitudes, les mêmes réflexes, la même éducation, encore une fois, face au sujet de l'argent, du financier, du pouvoir aussi qui est apporté par l'outil qui est l'argent. Certes, l'argent est un outil, c'est une énergie et c'est un outil, mais c'est un outil aussi qui permet dans notre société, dans la façon dont elle fonctionne, d'avoir du pouvoir. Et c'est très important de prendre conscience de ça, de le regarder en face, là encore une fois, et d'aller explorer en fait de par notre milieu social, notre contexte social, éducatif, eh bien quels sont les repères que l'on a développés autour de l'argent, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est moral, de ce qui est immoral. Voilà, je vous invite vraiment à aller mettre de la conscience, mettre de la clarté sur comment vous vous êtes construite sur ces sujets-là, parce que, eh bien, ça a un impact absolument direct sur comment vous menez les finances de votre vie, les finances de votre entreprise et du coup le positionnement tarifaire de vos activités, de vos prestations, le rapport que vous avez avec vos clientes et vos clients sur le sujet des tarifs, des montants facturés, etc., etc. Oui, 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 oui. Le chiffre de vos tarifs, sincèrement, par expérience, il découle directement de notamment cet élément de comment vous vous êtes construite, de votre repère du milieu social dont vous venez et aussi des autres choses dont nous avons parlé avant. Et le cinquième point qui découle aussi de cela, mais dans lequel je ne vais pas trop rentrer en détail parce qu'on fera un focus plus approfondi sur ce cinquième élément de problématique dans la troisième partie de cette séquence sur les tarifs, eh bien ce sont les croyances et particulièrement les croyances limitantes, les croyances qu'on a pu développer en fonction des 4 points qu'on a vus avant, donc le milieu social dans lequel on vient, nos besoins profonds, nos besoins psychiques d'enfants, de ce dont on avait besoin et dont on continue à avoir besoin pour s'épanouir psychiquement, pour soigner peut-être des choses de la petite fille qu'on a été, etc. Les situations d'impuissance qu'on a pu développer, d'impuissance apprise qu'on a pu développer, qu'on a pu intégrer. Et puis le rapport à l'argent, de s'en occuper ou pas, que je disais en premier, eh bien tout ça en fait, tout ça c'est composé, c'est constitué autour de croyances, parce qu'encore une fois, rappelez-vous que tout est croyance, toute notre construction de comment on voit le monde, de comment on vit le monde, c'est un empilement de croyances. Les faits sont neutres et ensuite ce sont le sens que l'on donne aux choses, les émotions qu'on y attache et les croyances que l'on décide d'avoir, que l'on construit
la plupart du temps inconsciemment, d'où l'importance d'en prendre conscience. Et c'est à ça qu'on sert dans Dreamwild et dans ce podcast particulièrement, de prendre conscience des croyances qu'on a développées. Et encore une fois, les croyances ne sont pas forcément une mauvaise chose. On passe notre temps dans notre vie à créer, à adopter, à développer des croyances qui, dans certaines situations, sont ou à une certaine temporalité, sont des croyances aidantes. Et en fonction de comment notre vie évolue, notre fonctionnement évolue, les environnements dans lesquels on évolue changent et des croyances et nos objectifs aussi évoluent de vie, d'entreprise, etc. Et des croyances qui, à un moment, ont pu être des croyances aidantes, peuvent devenir ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc on fera un focus spécial dans la troisième partie de cette série sur les principales croyances limitantes que je rencontre et qu'on rencontre dans Dreamwild auprès des femmes entrepreneurs du vivant. Je vous en partage quelques-unes là en teaser, en avant-première. Mais voilà, il y a beaucoup de choses autour, encore une fois, de la posture du sauveur, de la sauveuse. Le fait de prendre en charge le budget de vos prospects ou de vos clients, de prendre en charge à leur place, d'anticiper qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, des tarifs, du montant, de est-ce qu'ils ont les moyens ou est-ce qu'ils les ont pas, etc. Je vais pas plus loin, on fera une session spéciale dans la troisième partie sur ça. Voilà, donc les 5 éléments problématiques dans la relation à l'argent chez les entrepreneurs du vivant. Vous voyez, on commence à en avoir déjà bien parlé, que, encore une fois, les tarifs, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous des tarifs, au fond, c'est le rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, il se fait sur plein de plans. Il se fait sur un plan vraiment technique opérationnel de est-ce que je me sens capable techniquement de gérer ces sujets-là ou pas? Est-ce que je me sens capable, enfin il y a se sentir et puis il y a avoir vraiment ou pas développer la compétence, la capacité, l'expérience et aussi les croyances du coup. Est-ce que je maîtrise les outils qui me permettent de vraiment m'occuper de ces sujets-là et être responsable et souveraine sur ces sujets-là ou pas? Les outils tels que Excel, les connaissances comptables, etc., etc. Et plus largement les connaissances autour de l'éducation financière, de l'investissement, de la différence entre dépenser et investir. Moi, j'ai appris ça tard dans ma vie, parce que je n'avais pas eu cette éducation financière, cette distinction en termes d'éducation, de conscientiser ça. Donc voilà, beaucoup de choses autour de ça. Et pour finir, du coup, bon, parler des problématiques, c'est bien, parler de ce qui pose problème, c'est bien, mais si on s'arrête là, bah, on n'est pas beaucoup plus avancé. Certes, on a conscience, mais comment on agit sur les choses? Eh bien, dans les solutions, donc bah, là aussi, je vais aborder 5 pistes, en fait, 5 possibilités de solutions par rapport à tout ce qu'on a vu avant sur ce sujet. Le premier, donc bah, là, je pense que vous l'avez compris, bah, la première étape, bien sûr, toujours, et on aborde toujours les choses comme ça dans Dreamwild, eh bien, c'est de prendre conscience des choses. Donc, le sujet des tarifs, c'est en fait, je vous l'ai répété déjà plein de fois, la partie émergée de l'iceberg d'un sujet bien plus profond, qui est la relation à l'argent, à la maîtrise de sa vie, de sa sécurité, et donc l'importance de déjà commencer par prendre conscience de ses croyances héritées et construites au cours de sa vie, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle encore une fois les loyautés familiales, enfin voilà, je rentre pas dans les détails là-dessus, je l'ai abordé des fois de temps en temps un petit peu dans les épisodes, parce que c'est tellement présent surtout, hein, on a tout cet héritage que l'on porte et que l'on emmène avec nous dans nos vies, dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, et aussi dans notre relation à l'argent, et dans notre relation à notre entreprise, et donc aux tarifs, aux clients, etc., etc. Donc nos croyances, et du coup les postures que l'on prend qui découlent de ces croyances, de cette construction, etc. Et en fait, par rapport au sujet des tarifs de votre entreprise et de la rentabilité de votre entreprise, encore une fois, dans la majorité des situations, dans les femmes entrepreneurs du vivant qu'on accompagne, c'est pas tant une question du chiffre des tarifs, c'est vraiment une question de posture face à la vie, de posture face aux autres, de posture face à soi-même, de posture de dirigeante ou pas, et de comment vous vous positionnez par rapport à ça, des croyances que vous avez autour de ça, etc. Bon, j'approfondis pas plus, on en a déjà extensivement parlé. Le deuxième point, la deuxième solution, hein, je l'ai abordé un petit peu, mais là je le dis clairement, il y a déjà eu des épisodes plus détaillés aussi sur ces sujets-là. Il y en a un qui s'appelle les 5 erreurs financières à ne pas faire dans votre entreprise du vivant. J'ai plus le numéro de l'épisode en tête, mais vous pouvez le retrouver plus haut dans le podcast, où je vais plus en détail sur ces sujets-là. La deuxième chose, c'est vraiment prendre conscience que avoir une entreprise implique d'apprendre et de savoir gérer l'argent. L'argent, certes professionnel, mais pour moi,
Ça n'est pas cohérent de dire bah, je vais gérer les finances de mon entreprise, par contre je gère pas du tout mes finances personnelles. C'est vraiment les deux, enfin, surtout si on veut être une dirigeante intègre, intégrale, intégrée. Moi, c'est vraiment l'ensemble. C'est la dirigeante qui incarne, donc si elle veut incarner un pilotage sain, pérenne, durable, financier de son entreprise, bah, ça commence par aussi avoir un vrai pilotage sain, pérenne, viable de ses finances personnelles, parce que tout est lié et surtout que c'est le sujet de la sécurité qui est en jeu derrière, la sécurité matérielle. Donc voilà, savoir gérer l'argent personnel et professionnel. Donc avoir des budgets, avoir des prévisionnels, c'est l'objet de l'autre épisode, les 5 erreurs à ne pas faire dans votre entreprise. Donc je vous invite à vous y référer, avoir un suivi, etc. Et vraiment cette notion de ne pas être sur une gestion au jour le jour, parce que ça c'est du mode survie, vraiment. Et voilà, et j'ai de nombreuses séances qui se déroulent avec les clientes sur lesquelles on aborde ça. Sortir du mode survie, et bah, un des premiers, un des principaux leviers pour sortir du mode survie sur tous les plans, et particulièrement au départ sur un plan purement matériel, basique, sur le bas de la pyramide de Maslow, eh bien, c'est de sortir de la gestion au jour le jour, de la gestion en réaction des choses, et de commencer à anticiper, mettre du prévisionnel, etc. Et puis d'être sur un vrai pilotage précis. Alors je dis pas d'être à la virgule près, mais à terme, oui. Mais pour commencer, non. Mais de sortir du rapport de la gestion à la louche. Parce qu'on a un mantra d'André Wilde, à la louche, c'est louche, qui a été créé lors d'un événement qu'on a fait en janvier. Et ça a émergé du travail qu'on faisait pendant l'événement en ligne de la Semaine des femmes entrepreneurs du vivant de janvier 2026, pour celles qui y étaient. Voilà, donc à la louche, c'est louche. Donc, s'il vous plaît, commencez à mettre de la précision, du suivi de vos finances personnelles et professionnelles. Et puis enfin, voilà, prendre conscience que donc une entreprise implique d'apprendre à savoir gérer l'argent et donc développer la capacité, la conviction que vous êtes capable de le faire et les outils pour le faire. Et de vous autoriser aussi à être dans la projection. Parce que pareil, pour sortir du mode survie, pour sortir de l'insécurité, ça demande, comme je disais, de l'anticipation, de la projection. Et j'ai aussi rencontré un certain nombre de clientes qui, pour plein de raisons différentes, de vie, de trauma, de plein de choses, d'expériences vécues, ne parvenaient plus à être dans la projection et donc étaient dans l'immédiateté ou dans le très court terme, mais ne pouvaient plus se projeter dans le temps. Et ça, en fait, eh bien, c'est extrêmement insécurisant sur plein de plans. Voilà, le troisième point, la troisième solution, eh bien, c'est de mettre la priorité sur votre éducation, votre apprentissage, donc l'éducation financière, la gestion, le pilotage. Je sais que je me répète, je sais que je radote et je continuerai à le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. J'ai aucun problème avec ça parce que c'est tellement essentiel, c'est tellement vital et ça change tellement de choses dans vos entreprises et dans vos vies. J'en suis le témoin vivante. Donc, c'est pour ça que je peux tellement en témoigner, je peux tellement l'incarner et je continuerai à vous en parler et à vous accompagner et à vous guider sur ça. Le quatrième point que je veux vous partager, c'est que plus longtemps on évite le sujet, plus c'est dangereux en fait. Et vraiment, c'est le message que je veux vous partager. Encore une fois, c'est basé, c'est issu de cette expérience terrain, d'accompagner toutes ces femmes qui pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certaines, ont des fonctionnements bloqués en fait, à turbiner, à travailler dur, à faire des efforts, à s'épuiser physiquement, psychiquement, émotionnellement, dans des situations, dans des contextes d'entreprise, voilà, dans des activités entrepreneuriales pas ou peu rentables, avec la croyance, mais encore une fois, c'est pas de leur faute vraiment, mais avec la croyance que c'est normal, que c'est pas possible autrement, que de toute façon c'est dur, il faut en passer par là, il n'y a pas de solution. C'est faux, c'est pas vrai, ok? Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait tout seul. Bien sûr, je suis pas du tout adepte de la baguette magique, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais pour autant, faut pas non plus être dans l'extrême inverse de dire c'est normal que ça soit dur, c'est normal d'en chier, et surtout, alors, qu'il y ait des étapes, qu'il y ait des phases, qu'il y ait des mots. Oui, la croissance, c'est pas confortable. Ok, la croissance, ça crée du chaos. Quand je dis la croissance, c'est l'évolution. Je parle pas que de la croissance entrepreneuriale, de la croissance économique, mais la croissance, l'évolution, bien sûr, c'est sortir de sa zone de confort. Bien sûr, c'est aller vers de l'inconnu, c'est faire évoluer des choses, c'est sortir de ses habitudes, c'est sortir de ses automatismes, sans forcément se faire mal, dur, de manière extrême, d'accord? Moi, je suis pas du tout adepte de ça. Mais oui, la croissance, c'est inconfortable. Oui, la croissance, ça crée des formes d'insécurité, le temps justement de construire de nouvelles étapes de sécurité. Mais pour autant, rester dans des situations dures,
d'efforts, d'épuisement, de sacrifices, etc. Ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas normal. Et je veux vraiment vous le dire, c'est possible autrement. Il existe autre chose. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, prenez conscience que non, même si votre contexte familial, vos croyances familiales, votre contexte social, certains aspects sociétaux vous disent que si, c'est normal, continue, épuise-toi, sacrifie-toi, sois une ressource qu'on exploite, etc. Non, c'est faux, ok? Il existe d'autres solutions, mais ça demande de marcher le chemin de prise de conscience, d'aller dans d'autres environnements, d'aller dans d'autres systèmes de croyances qui sont pas la norme, qui sont pas ce qu'on trouve partout, qui sont pas ce qui est répété dans la majorité des contextes, des situations et de la population, on va dire les choses comme elles sont. Donc voilà, et attention parce que plus longtemps vous évitez ce sujet, plus longtemps vous évitez d'adresser les sujets des tarifs de votre entreprise qui sont en fait les sujets de votre relation à l'argent, de votre relation à la gestion financière. Donc plus vous vous épuisez physiquement, plus vous creusez le trou économique de votre entreprise, mais aussi le trou dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous-même. Parce que là aussi, en fait, plus vous restez longtemps là-dedans, plus vous renforcez, en fait, de manière négative, ce coup-ci en spirale négative, la croyance que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas assez de valeur, que les clients ne seront pas prêts à payer, que, etc., etc. Et là, c'est une vraie spirale négative, dangereuse, voire mortelle, vraiment, et je dis les mots en pleine conscience. Donc voilà, la cinquième solution, eh bien, c'est vraiment de faire en sorte d'être accompagné pour aller ce que j'appelle regarder le loup en face. Encore une fois, on a la vidéo Ose qu'on vous remettra aussi sous ce podcast, qui est une vidéo que j'adore et que je re-regarde très régulièrement. Donc allez regarder le loup en face et si vous n'arrivez pas à y aller seul, eh bien vraiment faites-vous accompagner. Encore une fois, je dis pas forcément d'être accompagné dans Dreamworld, mais je vous dirais pas ça si j'étais, enfin, si je ferais pas le métier que je fais si j'étais pas absolument convaincue de combien c'est vital, combien c'est essentiel et combien c'est une clé, combien c'est une solution. Donc trouvez les espaces, les solutions d'accompagnement qui vous conviennent, qui vous correspondent, mais le moyen de traverser le loup, le moyen d'évoluer, le moyen de faire évoluer votre entreprise, le moyen de développer la rentabilité de votre entreprise, le moyen de vous sécuriser financièrement, économiquement dans votre vie et en tant que femme, puisque c'est le besoin principal prioritaire de l'énergie féminine. Vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast sur les énergies qui avait été fait à l'occasion spéciale de la journée de la femme là, du mois de mars. On a un épisode spécial sur énergie féminine, énergie masculine. Vous y apprendrez que le besoin principal prioritaire de l'énergie féminine, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle passe à travers aussi la sécurité matérielle, la partie économique. Donc, faites-vous accompagner pour aller regarder le loup en face et le traverser. Parce que oui, il y a des solutions, oui, c'est possible. Mais avec les bons outils, le bon environnement, le bon accompagnement, et ainsi vous pouvez changer les choses dans votre vie et dans votre entreprise. Voilà, donc le sujet des tarifs, en fait, vous l'avez compris maintenant, il est beaucoup plus profond que juste la question des chiffres, de savoir faire les calculs, même s'il faut savoir faire les calculs techniquement de rentabilité, etc., même s'il faut maîtriser les outils pour le faire. Mais en fait, en vrai, ce qui bloque majoritairement, principalement, prioritairement, les femmes entrepreneurs du vivant, vraiment par expérience, c'est beaucoup plus à l'intérieur, c'est beaucoup plus en dessous de la partie émergée de l'iceberg. Et donc, comme on l'a vu dans la partie numéro 1, dans l'épisode précédent, la question des tarifs, c'est pas juste le chiffre. En vente, le chiffre, il ne veut rien dire. Quand on est sur ces sujets-là, en fait, c'est avant tout des questions autour de comment est-ce qu'on en arrive à ce chiffre. Oui, les calculs, la rentabilité, la maîtrise de ça, c'est important. Mais c'est aussi combien est-ce que ce chiffre a du sens, combien est-ce qu'il est ancré en nous, combien est-ce qu'on est en capacité d'être leader auprès des autres personnes pour incarner ce que ce chiffre reflète, ce que ce chiffre montre et incarne de valeur, de valeur ajoutée, etc. Ça, c'était l'épisode précédent, pour petit rappel. Vous pouvez aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que pour vraiment augmenter ces tarifs, faire évoluer ces tarifs, eh bien, ça demande de prendre conscience de tous les blocages, de toutes les limites, de toutes les croyances qu'on a à l'intérieur, de la posture qu'on prend à propos de la relation à l'argent dans sa vie, dans son entreprise, et notamment, eh bien, de ce qu'on doit aller soigner, hein, je dis les mots en conscience, soigner
déployer, transcender, libérer, faire évoluer dans la façon dont on s'est construite, dans notre posture d'entrepreneur et de vie, et faire évoluer tout ça. Voilà. Et donc, dans la troisième et dernière partie de cette série sur les tarifs, eh bien, nous irons regarder plus précisément certaines croyances récurrentes que j'entends, que on accueille et qu'on accompagne à faire évoluer dans les processus de Dreamwell, dans les accompagnements de ces magnifiques femmes entrepreneurs du vivant que l'on accompagne au quotidien dans leur transformation d'entreprise professionnelle et de vie. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos échos, vos observations, ce que vous aurez ressenti, conscientisé, analysé grâce à ce qui est partagé dans cet épisode. Je suis vraiment intéressée d'avoir vos partages, vos retours. Et dans tous les cas, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, eh bien je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwell qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast. Et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves et leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode, le prochain épisode, la partie numéro 3, pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.